Il y a des silences qui mettent 50 ans à se briser, des secrets que la terre garde mieux que les hommes. Cette histoire, je vais vous la raconter parce qu'elle a commencé un matin d'octobre, quand une pelleteuse a touché quelque chose de dur, juste sous les fondations d'une vieille ferme. Un objet métallique, petit, rouillé. Et derrière cet objet, une vérité que personne, dans ce village du centre de la France, n'avait imaginé un seul instant. Une vérité qui dormait depuis l'année 1973. Vous allez voir, à la fin de cet épisode, qu'un détail tout simple, presque ridicule, a permis à toute une famille de retrouver, après 5 décennies, la paix qu'on lui avait volée. Restez avec moi. Le village s'appelle, pour cette histoire, Sainte-Marguerite-en-Combrailles. C'est un nom inventé, mais le décor est réel. Un hameau perdu au creux des collines, traversé par une route qui ne mène nulle part, et entouré de forêts si denses qu'au mois de novembre, le soleil semble n'y entrer qu'à moitié. La ferme dont je vais vous parler appartenait depuis 3 générations à la famille Vasseur. Une bâtisse trapue, aux murs épais, avec une grange attenante et une cour pavée. Au printemps 2024, le dernier propriétaire, un homme âgé, sans héritier direct, avait fini par vendre. Le nouveau propriétaire voulait raser le bâtiment et reconstruire. C'est ce chantier, parfaitement anodin, qui allait tout changer sans que personne ne s'y attende. Le matin du 14 octobre, vers 8h30, une équipe de 3 ouvriers s'est mise au travail. Le sol était mou, la pluie de la veille avait gorgé la terre. Le conducteur de la pelleteuse, un homme d'une 40aine d'années, attaquait l'ancienne cave quand le bras de la machine a buté contre quelque chose. Un bruit sec, métallique. Il a coupé le moteur. Ses collègues se sont approchés. Et au fond de la tranchée, à environ 1,20 m sous le niveau de l'ancien sol, ils ont vu apparaître l'angle d'une boîte. Une boîte en fer, longue d'une 50aine de centimètres, oxydée, fermée par 2 serrures rongées par le temps. Personne, à ce moment-là, n'a osé respirer. Personne n'a osé bouger non plus. Ils ont sorti la boîte avec précaution. Elle pesait lourd. Le plus jeune des ouvriers, par instinct, voulait l'ouvrir tout de suite. Le contremaître l'a arrêté. Quelque chose, dans le silence du chantier, leur soufflait que ce n'était pas une simple cache d'argent ni un vieux trésor d'enfant. Ils ont appelé la gendarmerie. 1 heure plus tard, 2 militaires sont arrivés, suivis d'un technicien de la police judiciaire. Quand la boîte a finalement été forcée, sur une bâche posée à même la cour, il y eut un long silence. À l'intérieur, soigneusement enveloppés dans un tissu jauni, se trouvaient des ossements humains. Petits, fragiles. Et posée sur eux, une médaille en argent gravée d'un prénom. Un seul prénom, à peine lisible. Le prénom, c'était Camille. Pour l'instant, je n'en dirai pas plus, parce que ce prénom, dans la région, n'était pas inconnu. Il appartenait à une jeune femme disparue 51 ans plus tôt, un soir d'été, et dont le dossier dormait dans les archives départementales depuis tellement longtemps que plus personne ne se souvenait précisément des circonstances. Les analyses ont demandé plusieurs semaines. L'identification par comparaison génétique avec une cousine encore vivante a confirmé l'évidence. C'était bien elle. La jeune femme qui s'était volatilisée le 15 août 1973 à l'âge de 22 ans à la sortie d'un bal de village. Personne, à l'époque, n'avait pu fournir la moindre explication, ni le plus petit indice tangible, malgré des mois de recherche. Camille, je vais vous la décrire, parce que cette histoire, c'est d'abord la sienne. Elle était née dans une famille modeste, fille d'un menuisier et d'une couturière. Elle était la 2e d'une fratrie de 4. Elle aimait lire, elle parlait peu, et selon les rares témoignages recueillis à l'époque, elle avait ce regard légèrement absent des gens qui pensent toujours à autre chose.
Elle travaillait depuis ses 18 ans dans la pharmacie du chef-lieu, à 12 kilomètres du village. Elle envisageait des études, peut-être à Clermont. Elle n'avait pas d'amoureuse officielle, ou du moins personne ne lui en connaissait. Elle vivait encore chez ses parents. Elle préparait son indépendance. Et elle avait, ce soir-là, mis sa plus belle robe. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose, sincèrement. Si vous écoutez cette histoire jusqu'ici, c'est que ce genre d'affaires vous touche, autant que moi. Alors prenez 2 secondes, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, écrivez-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place des enquêteurs de l'époque. Parce que ce que je vais vous raconter maintenant, c'est précisément l'enchaînement d'erreurs, de silences et de regards baissés qui a permis à un coupable de vivre 50 ans en paix. Restez avec moi, le récit ne fait que commencer, et la suite, je vous le promets, va vous glacer le sang lentement, presque tendrement. Reprenons. Le 15 août 1973, le bal de Sainte-Marguerite battait son plein. Une centaine de personnes, des guirlandes accrochées aux platanes, un orchestre de 3 musiciens, des verres qui s'entrechoquent. Camille y était venue avec 2 amis. Vers 23h40, elle leur a dit qu'elle rentrait. Elle se sentait fatiguée. Elle voulait marcher. Le chemin entre la place et la maison de ses parents faisait à peu près 800 mètres. Une route de campagne, mal éclairée, bordée de haies hautes. Ses amis l'ont regardée s'éloigner. Elle a tourné à droite, après le lavoir. Et plus personne, jamais, ne l'a revue vivante. Le lendemain matin, sa mère a découvert son lit intact, et la maison s'est figée pour 50 ans. L'enquête de l'époque a duré 7 mois. 7 mois pendant lesquels les gendarmes ont interrogé, fouillé, ratissé les forêts alentours avec des chiens. Ils n'ont rien trouvé. Pas un vêtement, pas une trace, pas un témoin sérieux. Une rumeur a circulé, comme toujours dans les petits villages. On a parlé d'un fugitif venu d'ailleurs, on a parlé d'un camion de saisonniers qui passait cette nuit-là, on a parlé d'un suicide impossible à prouver. Le dossier a été classé en mars 1974, faute d'éléments. La famille de Camille, brisée, a continué à vivre dans le même village. Sa mère, jusqu'à sa mort, en 2002, a laissé chaque soir une assiette à table. Une assiette vide, pour elle. Maintenant, parlons de la ferme Vasseur. Elle se situait à environ 400 mètres du chemin que Camille avait emprunté ce soir-là. 400 mètres, c'est-à-dire 10 minutes à pied, à peine. Personne, en 1973, n'avait pensé à fouiller cette ferme. Et pour une raison simple. Le propriétaire, à l'époque, s'appelait Henri Vasseur. C'était un homme respecté, ancien instituteur, conseiller municipal, membre de la chorale paroissiale. 62 ans, marié à Madeleine, 2 enfants déjà adultes. Il avait ce soir-là un alibi parfait. Il était à l'autre bout du département, chez sa sœur, pour un anniversaire. Une trentaine de témoins le confirmaient. Et c'est sans doute pour ça que personne, jamais, ne s'est intéressé à la maison censée vide. Pourtant, en relisant l'enquête, en 2024, un détail a frappé un jeune capitaine de gendarmerie chargé du dossier rouvert. Henri Vasseur n'était pas seul dans cette grande ferme le 15 août. Sa femme Madeleine était partie avec lui. Mais leurs 2 enfants étaient absents aussi, partis en colonie de vacances. Restait, vivant sur place depuis quelques mois, un 5e occupant. Le frère cadet d'Henri. Un homme dont personne n'avait parlé à l'époque, parce qu'il était considéré comme inoffensif, fragile, presque transparent. Il s'appelait, pour cette histoire, Pierre. Il avait alors 44 ans. Il vivait dans une dépendance attenante à la grange.
Il dormait peu, parlait peu, sortait peu. Il n'avait jamais été interrogé. Pas une seule fois. Pas même 5 minutes. C'est là que les choses ont basculé. Pierre Vasseur, en 1973, traversait, selon les archives médicales, ce que les médecins de l'époque appelaient une longue dépression. Il avait travaillé un temps comme aide-soignant dans un hôpital psychiatrique, puis avait été remercié dans des conditions floues. Il était revenu vivre chez son frère faute de mieux. Personne ne se méfiait de lui. Camille, elle, le croisait parfois. Elle passait devant la ferme 2 fois par semaine, à vélo, en allant à la pharmacie. Elle lui adressait un signe poli. Il restait à la fenêtre. Sur le carnet de Pierre, retrouvé dans la dépendance après les fouilles de 2024, le prénom de Camille apparaissait 12 fois, toujours suivi de la même phrase troublante. La même phrase. Une phrase courte, sans variation. Je ne la citerai pas mot pour respecter la famille. Mais c'était une phrase d'attente, de surveillance, d'obsession silencieuse. Le carnet contenait aussi des dessins, des croquis sommaires de la place du village, de la pharmacie, du chemin du lavoir, et sur la dernière page utilisée, datée du mois d'août 1973, une description précise de la robe que Camille portait au bal. Une robe que Pierre n'avait pourtant pas pu voir puisqu'il n'était pas au bal, à moins, bien sûr, qu'il l'ait croisée après, sur le chemin, quand elle est passée à 400 mètres de chez lui, toute seule, vers minuit moins le quart, avec, autour du cou, sa médaille en argent. Les enquêteurs ont alors voulu retrouver Pierre. Henri Vasseur était mort en 1994. Sa femme Madeleine, en 2012. Leurs enfants vivaient à l'étranger. Mais Pierre, lui, était toujours vivant, 95 ans, pensionnaire depuis 16 ans, d'une maison de retraite médicalisée à 1 heure de route du village. Une institution calme, fleurie, où les chambres donnaient sur un parc paisible. Personne, là-bas, ne savait rien de son passé. Il y était décrit comme un résident silencieux, peu causant, qui passait ses journées à dessiner des oiseaux dans un cahier. Quand 2 enquêteurs sont entrés dans sa chambre, le 18 décembre 2024, il a levé les yeux et il a souri. Un sourire fatigué, comme s'il les attendait depuis longtemps. L'interrogatoire a duré plusieurs jours. Pierre Vasseur, malgré son âge, avait toute sa lucidité. Au début, il a nié. Il a dit qu'il ne se souvenait pas, qu'il avait, à cette époque-là, des trous de mémoire à cause des médicaments. Puis on lui a montré son carnet, la photo de la médaille, la photo de la boîte en fer rongée par la terre. Il a fermé les yeux, et sans qu'on lui demande encore quoi que ce soit, il a dit cette phrase, simple, presque douce, que les enquêteurs ont retranscrite mot pour mot. Je savais bien qu'un jour, quelqu'un creuserait. À ce moment-là, il a demandé un verre d'eau. Il a bu lentement, et il a commencé à parler. Pendant 6 heures. Ce qu'il a raconté, je vous le résume avec pudeur. Le soir du 15 août, il avait bu plus que de raison. Il avait suivi, de loin, la rumeur du bal, depuis sa fenêtre. Il avait vu passer Camille à vélo, l'après-midi même, comme chaque jeudi. Il s'était convaincu, dans sa tête malade, qu'elle allait s'arrêter chez lui un jour, qu'elle allait sonner, qu'elle l'attendait. Vers minuit, il était sorti, par la petite porte de la grange. Il avait marché jusqu'au chemin du lavoir. Il l'avait vue arriver. Il lui avait parlé. Elle, polie, surprise, lui avait répondu. Puis elle avait voulu reprendre sa route. Et c'est là que tout, dans la tête de Pierre, avait basculé. Il n'a pas voulu donner plus de détails. Les enquêteurs n'ont pas insisté. Il a expliqué qu'il l'avait ramenée à la ferme, qu'il avait creusé, seul, pendant 2 nuits, sous l'ancienne cave qu'on n'utilisait plus depuis des années, que personne, dans la maison, n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit.
Il a précisé qu'Henri, son frère, était au-dessus de tout soupçon et qu'il n'avait jamais voulu lui faire porter le poids d'une vérité qu'il ne connaissait pas. Pierre a vécu, lui, 51 ans en sachant. 51 ans à passer devant cette cour, à entendre les enfants vasseurs jouer au-dessus du sol où dormait Camille, à croiser les parents de la jeune femme à la boulangerie, à les saluer, à baisser les yeux. 51 ans de silence pesant comme une pierre sur la poitrine. Quand les enquêteurs sont allés annoncer la nouvelle aux deux frères et à la sœur encore vivant de Camille, c'était un matin de janvier. Il neigeait. La maison familiale n'avait presque pas changé depuis 1973. Le frère aîné, 78 ans, a pris la nouvelle sans pleurer. Il s'est levé. Il est allé dans la chambre de Camille, resté intact. Il a ouvert la fenêtre. Il a respiré, longuement. Puis, il a dit, à voix basse, qu'il pouvait enfin enterrer sa sœur correctement. La sœur cadette, elle, a sorti une vieille photo, jaunie, de leur mère. Elle l'a posée sur la table de la cuisine. Elle a murmuré, comme pour elle seule, qu'elles allaient enfin pouvoir se retrouver, quelque part, loin de cette maison, loin de cette... Pierre Vasseur a été placé en garde à vue, malgré son âge avancé. Une procédure pour reconnaissance des faits a été engagée. Compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu être incarcéré. Il est retourné, sous contrôle médical, dans sa maison de retraite. Selon les dernières informations transmises par les enquêteurs, il dort beaucoup, dessine moins et refuse depuis ce jour-là toute visite. Le procès, s'il a lieu, sera essentiellement symbolique. Mais pour la famille de Camille, ce n'est pas la peine qui compte, c'est le nom, c'est le visage. C'est le fait, enfin, de pouvoir mettre une fleur sur une tombe qui porte son prénom et non plus sur un cénotaphe vide entouré de questions. Ils ont attendu 51 ans pour cela. Voilà comment un mystère enfoui depuis longtemps a fini par remonter à la surface. Pas grâce à un grand enquêteur, pas grâce à une révélation de cinéma, juste grâce à une pelleteuse, à un matin pluvieux et à une boîte en fer que la terre n'a plus voulu garder. Souvenez-vous de cela quand vous passerez devant une vieille maison silencieuse, dans un village trop calme. Toutes les pierres parlent, un jour ou l'autre. Et si cette histoire vous a touché, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode, intitulé « Une vérité qui dérange », où je vous raconterai comment un simple courrier, glissé dans une boîte aux lettres, a fait éclater un silence vieux de 40 ans. Prenez soin de vous, et à très vite.